Bonjour à tous et bienvenue sur la Toile du Design. Pour la 4e saison, les élèves de DNO du lycée Camille Claudel de Vauréal dans le 95 explorent les questions du design contemporain au travers de 5 épisodes de 20 minutes. L'objectif est de comprendre et de présenter, selon une problématique personnelle, un pan de l'histoire du design. Chaque groupe a donc sélectionné des thèmes, cherché des références, convoqué des auteurs et confronté des points de vue pour problématiser des thèmes comme le rapport entre le design et l'existant ou encore le rôle des designers auprès des minorités. Je vous laisse maintenant découvrir la thématique de cet épisode. Bonne écoute! Donc aujourd'hui, on va parler du sujet les minorités dans le design. Donc je vais vous donner quelques exemples déjà pour donner une idée. D'abord, on a la standardisation des sièges dans les avions qui sont en fait donc les sièges sont fabriqués par rapport à un corps masculin et c'est pareil en fait pour par exemple dans les voitures pour les ceintures sont fabriquées par rapport à un corps masculin, ce qui peut impliquer par la suite des problèmes lors d'accidents, notamment pour les femmes, puisque on a quand même une différence entre ces deux corps. Et on a aussi un autre exemple. Cette fois-ci, c'est des voitures autonomes qui sont fabriquées et en fait pour détecter les gens, ils ont utilisé principalement que des personnes blanches, ce qui fait que lorsqu'elles ont été sur la route, on a pu constater qu'elles mettaient beaucoup plus de temps à distinguer les personnes noires, ce qui a posé quelques problèmes. C'est vrai aussi, on le voit dans la standardisation des jouets pour enfants, donc pour les filles ou pour les garçons. Souvent, on nous montre des jouets pour les filles où c'est plus rose avec des princesses ou des poupées, des Barbies, alors que les garçons c'est plus des voitures ou des jouets de combat. Donc on va se poser la question en quoi le design conçoit ou participe à la conception de normes fixes et à l'invisibilisation de la diversité. Donc d'abord on a le problème de rentabilité de production qui standardise les objets et qui renforce les normes et limite l'inclusion. Donc l'inclusion désigne la prise en compte de toutes les personnes, quelles que soient leurs différences physiques, sociales ou culturelles. Donc cette logique exclut de nombreuses personnes, donc que ce soit des personnes en situation de handicap, des corps non normés, des personnes âgées qu'on oublie d'ailleurs souvent, mais des auteurs comme Victor Papanek critiquent ce design centré sur l'efficacité économique au détriment de l'humain. Ensuite, donc là, on va plus se concentrer dans la mode. On a une absence de mannequins en situation de handicap dans les défilés, surtout en France. En 10 ans de couverture des Fashion Week, aucun créateur n'a mentionné comment sa collection pourrait s'adapter à une personne en situation de handicap. Donc c'est une remarque dans Vogue de la journaliste Inni Farah. Oui, c'est vrai aussi, c'est ce qu'on peut voir dans, par exemple, les défilés de mode de Victoria's Secret, où on voit en fait qu'il y a un grand manque de mannequins avec des morphologies différentes. C'est vraiment récemment qu'ils ont commencé à inclure plus de mannequins avec différentes morphologies, alors qu'avant on voyait qu'il y avait vraiment pas de différence entre elles. Ça favorise, c'est plus facile aussi de s'identifier à ces mannequins maintenant, ce qui était plus compliqué avant justement. Et pourtant en France, 20% de la population est en situation de handicap selon l'INSEE, mais le monde de la mode ne met toujours pas en avant des mannequins, il ne bouscule pas les codes. Mais pour les rares fois où des mannequins en situation de handicap sont mis en avant, il peut y avoir 2 risques. Donc ces 2 risques, on les sait grâce à une mannequin en situation de handicap. Elle nous explique que d'abord, cela peut installer une posture méritocratique. Donc le rôle de mannequin serait réservé aux plus talentueux. L'idée que de si tu veux, tu peux. Et cela stigmatise la majeure partie des personnes handicapées et bloque leur inclusion. Mais en deuxième risque, on a aussi le handiwashing. Donc en fait, cela désigne le fait que les marques mettent en avant des personnes en situation de handicap sans pour autant adapter leur système ou leur collection. Donc en fait, ils vont utiliser pour leur pub des personnes en situation de handicap, mais derrière, en fait, ils vont vraiment pas changer leur collection. Ils vont toujours garder une collection standardisée ou norme fixe. C'est vrai aussi qu'on peut voir l'influence du design qui a un impact sur les comportements humains. Comme on peut le voir avec le cliché du bleu pour les garçons ou du rose pour les filles. Si déjà depuis tout jeune on nous montre vraiment
que le bleu c'est forcément associé aux garçons, bah déjà à cet âge-là, on va forcément se dire dans notre tête que ce sera forcément ça et pas autre chose. Donc on voit déjà un impact sur les comportements des plus jeunes. En fait, c'est des normes sociales qu'on nous impose et c'est des règles implicites qui définissent ce qui est considéré comme normal ou non dans notre société. Dans le domaine du design, par exemple, ces normes elles sont souvent liées au genre ou à la validité des corps qui opposent par exemple corps valide ou non valide. Le design il joue alors un rôle central. Il peut soit renforcer ces normes, soit les remettre en question. Et si on remonte au début de l'époque moderne, on peut voir en fait que c'était plus l'inverse. Les garçons portaient pas forcément du bleu, les filles du rose. C'était quelque chose de plus inversé. On peut prendre l'exemple d'un tableau de Philippe de Champaigne, les enfants de Habert de Montemort. C'est un exemple qu'on retrouve sur beaucoup de tableaux de cette époque. Le bleu, il était associé aux filles, car c'était la couleur associée à la Vierge Marie. Donc par défaut, le rose, il était alors donné aux garçons. Malgré tout, en plus de ce cliché, il y a aussi le cliché des robes ou des jupes, où aujourd'hui c'est quelque chose qui est associé forcément aux filles ou aux femmes, alors qu'à cette époque, en fait, il y avait vraiment peu de différence entre les garçons et les filles. Donc l'un porte une robe ou une jupe, ça revenait au même à cette époque. C'est vrai qu'on peut avoir un autre exemple, en fait, c'est les hommes écossais qui portaient un kilt. Donc en fait, c'est une pièce de tissu plissé portée autour de la taille qui descend jusqu'au genou, pardon. Donc ça fait penser à une jupe. C'est fabriqué en tissu tartan et c'est un motif à carreaux associé à des clans ou des régions. Donc en fait, ça a montré la posture de la famille. C'est vrai, au final, on voit que ça a pas forcément un but esthétique, mais que aussi le fait de porter une jupe, comme l'exemple du kilt, ça avait une plus grande utilité derrière. Au final, ces clichés, ça renforce l'inégalité des genres dans notre société. On peut le voir avec la taxe rose, par exemple. C'est le fait de rendre un objet plus cher pour une femme comparé à un homme, alors qu'au final, l'objet a la même utilité, c'est exactement le même objet. On peut le voir avec les rasoirs. Les rasoirs roses, ils sont plus chers que les rasoirs d'une couleur plus neutre ou en rasoir bleu pour un homme, par exemple. On voit ça aussi que ce soit avec les vêtements ou même des produits d'hygiène. Mais surtout par exemple, dans un salon de coiffure, où une femme aux cheveux courts viendrait se faire coiffer et elle paierait un prix plus cher que celui d'un homme, alors qu'au final, ça revient exactement au même qu'un homme qui irait chez le coiffeur. Donc ça façonne tout ça, ça façonne les comportements et les représentations sociales qu'on peut avoir dans notre société. Donc on peut dire que le design n'est pas juste une question esthétique ou d'objet, il influence la façon dont on voit le monde et les autres. En cherchant à produire vite, à moindre coût et pour la majorité, le design impose souvent des normes et met de côté beaucoup de personnes, comme on l'a dit en fait, donc les personnes en situation de handicap, les corps qui ne correspondent pas aux standards, ou encore certaines identités de genre. Mais c'est vrai que le design, aussi, il peut servir à faire l'inverse. Il peut aider à casser les normes, à montrer plus de diversité et à faire évoluer les mentalités qu'on a aujourd'hui. On le voit par exemple dans la mode, comme on pouvait le dire au début, qui essaie d'être plus inclusif, ou quand certaines figures, comme les drag queens, jouent avec les codes du genre pour les remettre en question. Donc au final, la vraie question, c'est pas seulement ce que l'on crée, mais surtout pour qui on le crée. Un design plus inclusif, c'est un design qui pense à tout le monde et qui accepte que la différence fasse partie de la norme. Et ça, c'est vraiment un enjeu pour notre société au final.